bonsoir à tous. Merci d'être là. Je vais me présenter tout seul, puis Amandine le fera tout à l'heure. Donc Fabien Moine, je suis naturopathe, professeur de naturopathie, et puis formé à différentes techniques. Alors je vais juste en nommer quelques-unes qui seront en rapport avec la conférence de ce soir. Donc les thérapies manuelles comme la méthode Furter, la gestion du stress par l'EFT, la cohérence cardiaque, et puis la digitoponcture. C'est-à-dire le travail des méridiens d'acupuncture par des thérapies manuelles et digitales. Voilà, pour l'essentiel de ce qui pourrait être appliqué ce soir. Je suis également accompagnateur de jeûne, et puis je travaille beaucoup sur l'aspect nutritionnel. Alors l'endométriose, c'est, comme Elodie l'a dit, un problème qui est très, très épineux, pour différentes raisons. La première raison, c'est que déjà c'est très difficile à diagnostiquer. La deuxième raison, c'est quand bien même c'est diagnostiqué, c'est très difficile, voire impossible pour la médecine de le prendre en charge. Donc on est avec des pathologies non identifiées pour lesquelles il y a peu de réponses. Donc soit les symptômes augmentent, soit la personne est, pas livrée à elle-même, mais presque, on devait en faire un chemin par elle-même dans un univers de thérapie complémentaire. Donc, Amandine et moi, on est naturopathes, donc on va vous parler de naturopathie, qui est une médecine alternative, qui s'occupe du terrain de la personne. Comme l'a dit Elodie, voilà, il n'y a pas de système, on ne peut pas classer les gens par catégorie, chaque personne est unique, arrive avec son histoire. Et on le voit avec les interactions de l'endométriose sur des pathologies intestinales, les maladies auto-immunes, les maladies du système nerveux, voire même, c'est des pathologies assez rares, mais les invaginations. Au moins, le peu de personnes que j'ai qui ont des invaginations intestinales, c'est-à-dire des adhérences des intestins qui fusionnent et qui créent des hémorragies internes avec généralement des conséquences mortelles. On voit que les gens, quand ils sont, souvent des femmes, quand elles sont sauvées, il y a un terrain d'endométriose. Donc on parlera, nous, de terrain. On ne va pas parler de maladie à proprement parler enfermante, parce que si vous êtes là, vous vous rendez bien compte que vous êtes unique, spécifique. Vous pouvez avoir des diagnostics équivalents à une autre femme, et vous pourrez avoir des symptômes complètement différents. Parce que vous avez une histoire de vie qui est complètement différente, et la naturopathie s'attache à définir un terrain à travers l'aspect physiologique, psycho-émotionnel, et puis physique. Donc c'est ça qu'on va essayer de balayer. Le but, c'est qu'en une heure, on ne soit pas exhaustif, on ne pourra pas l'être, de la même qu'on ne pourra pas être de rentrer hyper dans le détail. Par contre, c'est de vous donner l'envie à vous, quand il y a des choses qui vous parleront, d'aller investiguer derrière. Donc on s'efforcera de donner des ressources, soit en livre, soit en études, pour que vous alliez au-delà de ce qu'on vous donne, c'est des pistes. On se rend compte qu'il y a comme je disais, vu qu'il y a une difficulté de la prise en charge et même du diagnostic, les patientes atteintes d'endométriose font leur chemin elles-mêmes. Grâce à Google, sur des études américaines, en disant tiens, qu'est-ce qui se fait dans les pays étrangers, qu'est-ce qui se fait au Canada, qu'est-ce qui se fait aux États-Unis, qu'est-ce qui se fait en Russie, et qu'est-ce qui se fait dans les médecines alternatives. Donc là, on va se rendre compte qu'il y a des prises en charge par l'acupuncture, par l'ostéopathie, par la fasciothérapie, par la fasciopulsologie, par les thérapies manuelles en palpé roulé, par l'alimentation, par le jeûne, par les détox, par les purges au niveau intestinal, etc. etc. Et c'est pas parce qu'une méthode va marcher sur l'un et qu'elle est vantée par un média qu'elle va forcément marcher pour un groupe de patients. C'est ça, généralement, on se jette à corps perdu dedans. Nous, on va essayer plutôt d'être pragmatique, de vous montrer des choses, et c'est autant par, on va dire, apprentissage de ce qu'on a fait dans les cursus de naturopathe, que par empirisme, et puis surtout que retour de personnes qui ont amélioré, voire guéri leur endométriose. C'est-à-dire qu'on est dans un carrefour où les médecines alternatives qui s'occupent du terrain, la médecine allopathique qui se rend compte de ses limites, et les patientes qui doivent se prendre en charge par elles-mêmes, sont en train de communiquer. Et les uns nourrissent les autres. Mais on en est à quelque chose qui est encore embryonnaire par rapport à l'état de fait. Par contre, on doit quand même se positionner très clairement sur le fait que ce sont des conséquences, je dirais, temporelles, puisque s'il y a une recrudescence de l'endométriose, c'est pas une volonté divine, et c'est pas comme ça. C'est qu'il y a forcément des implications dans notre hygiène de vie, environnementale, et dans nos propres choix. Donc ce qu'on va essayer de proposer avec Amandine, c'est des positionnements clairs pour être acteur et pas subir ça comme une fatalité, et puis en étant dans une dynamique de souffrance immuable. Voilà grosso modo. Je vais laisser Amandine se présenter, puis aborder le premier thème.
Bonjour à toutes. Alors, je m'appelle Amandine. L'endométriose, c'est vraiment une maladie, moi, qui m'a passionnée. Alors, ça peut paraître vraiment étonnant, en fait, d'un point de vue extérieur, mais c'est parce que ça concerne la femme et ça concerne tout ce qui surgit comme ça en nous. Et je trouve que c'est vraiment un axe de développement personnel incroyable. Et avec 2 autres personnes, on avait vraiment la même passion pour l'endo et on a fait un projet qui s'appelle Les Belles et l'endométriose. Donc, ce qu'on propose, c'est un accompagnement naturopathique de cette maladie. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte en allant sur des forums, parce que notamment la personne avec qui j'ai créé ce projet, elle a elle-même l'endométriose, on s'est rendu compte que le message qui était tout le temps véhiculé, c'était de combattre la maladie. Et quand on combat trop quelque chose, on nourrit quelque chose qui n'est pas bon en nous. Et ce qu'on voulait proposer comme message différent, c'était justement d'utiliser cette maladie comme un indicateur d'espoir et savoir comment je pouvais rediriger mon chemin de vie pour potentiellement guérir, ou en tout cas au moins découvrir qui je suis vraiment de l'intérieur. Donc voilà, donc moi mon rôle c'est, je suis naturopathe et c'est d'essayer de trouver des pistes pour vivre mieux avec l'endométriose. L'endométriose c'est une maladie chronique inflammatoire et comme toutes les maladies chroniques inflammatoires, c'est des maladies de civilisation. Et quand Fabien disait tout à l'heure qu'on a le pouvoir aussi d'agir dessus, là ce qui est proposé ce soir, c'est de vous dire ne faut pas tout attendre de l'extérieur, parce qu'on peut nous-mêmes agir dessus au quotidien. Voilà. Et comment agir? Alors premier point, l'endométriose, c'est généralement le facteur principal de l'endométriose, vous devez l'entendre souvent, c'est l'hyperostrogénie, c'est-à-dire qu'on a beaucoup trop d'oestrogènes dans le corps. Que sont les oestrogènes? Ce sont des hormones. Nous, les femmes, on a majoritairement, produites par les ovaires, on a 2 hormones. On a les oestrogènes et la progestérone. Dans notre premier cycle, dans notre cycle féminin, on a une première étape, juste avant l'ovulation, c'est la phase oestrogénique, où on se bourre d'oestrogènes. Et ça, c'est pour préparer justement notre endomètre, qui deviendra en fait le nid douillet pour accueillir un enfant. Et juste après la phase de l'ovulation, là, on rentre dans une phase de progestérone. Aujourd'hui, la majorité des femmes, donc pas seulement les femmes qui ont de l'endométriose, la majorité, mais en tout cas quasiment toutes les femmes qui ont de l'endométriose, ont trop d'oestrogènes et très peu de progestérone. Et pourquoi? Alors ça, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Une des raisons potentielles, c'est par exemple le stress. Parce que quand on est trop stressé, on va pomper dans ses réserves, on le verra tout à l'heure, de progestérone, et il va y avoir une régulation qui se fait avec l'oestrogène. Donc le stress va entraîner une hyperoestrogénie. Le deuxième indicateur, c'est les perturbateurs endocriniens. Et tout à l'heure, j'entendais que vous échangiez sur les produits, les lessives faites maison. Justement, c'est un très bon exemple parce que les perturbateurs endocriniens, il y en a partout. Et ça oblige, quand on est face à une maladie comme ça, où les hormones elles sont un peu remises en question, ça oblige justement à rentrer dans un parcours, par exemple, de 0 déchet, en fait, et de se reconnecter plus profondément à la nature. Alors, qu'est-ce que le perturbateur endocrinien? Pour expliquer ce que c'est, faut déjà comprendre ce qu'est le système hormonal. Alors aujourd'hui, dans notre corps, il y a plein de messages qui sont envoyés en permanence. Là, pour que je puisse parler, en fait, mon corps, il envoie plein de messages. Humecte ta langue, fais plein de choses. Et il y a 2 systèmes qui sont utilisés pour véhiculer les messages. On a le système nerveux, donc ça va envoyer un influx nerveux. Et on a un autre système qui est le système hormonal. Le système hormonal, c'est pour envoyer des informations diffuses un peu plus en continu, comme ça. Et notre système hormonal, on a plein de glandes partout dans le corps. Donc il est piloté majoritairement dans le cerveau par l'hypothalamus et l'hypophyse et il va envoyer plein d'informations aux glandes endocrines, hormonales dans notre corps. Je précise que les ovaires, ce sont des glandes endocrines et on va en parler tout à l'heure, mais on a les reins et juste au-dessus, ici, on a des glandes surrénales, ce sont aussi des glandes endocrines, donc c'est le système hormonal. Et ce système-là, il est là pour nous aider en fait dans notre vie quotidienne. Et il est perturbé par justement les perturbateurs endocriniens. Pourquoi? Parce que les perturbateurs endocriniens, qui sont aussi appelés les xénostrogènes, ils vont imiter les hormones. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont modifier déjà leur production. Quand les hormones elles vont être là, elles vont vouloir véhiculer un message. Donc les hormones, elles vont passer par les vaisseaux sanguins, par le sang. Elles vont vouloir envoyer un message. Et au moment de l'envoi du message, le perturbateur endocrinien va faire « non, tu n'y vas pas ». Donc s'il y avait quelque chose que le corps voulait faire, ça ne va pas se faire, ça va être bloqué. Et on dit aussi souvent que les perturbateurs endocriniens, ils vont se positionner sur l'organe, dans les cellules comme ça. Et le xénostrogène, il va aller là, sur la cellule, et il va empêcher l'hormone d'envoyer son message. Donc il y a plein de mécanismes physiologiques qui vont faire que le perturbateur endocrinien va modifier notre fonctionnement hormonal et avoir un impact sur notre santé au niveau global. Où est-ce qu'on retrouve les perturbateurs endocriniens? Un peu partout.
On pourrait en faire une liste indéfinie. Il y a les bisphénol A dont on parle souvent. Donc quand on dit 100 BPA, quand on achète par exemple des gourdes, il y a les phtalates. Les phtalates, par exemple, on les retrouve beaucoup dans les cosmétiques, dans les produits, dans la lessive, etc. La pilule est un perturbateur endocrinien. C'est encore aujourd'hui très tabou par les médecins parce qu'ils n'osent pas en parler parce que c'est comme ça. Mais c'est vraiment un tabou. C'est pas dit, mais c'est un perturbateur endocrinien. Ça peut influer. Donc quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter la pilule quand on a l'endométriose, parce qu'au contraire, la pilule, elle peut aider justement la propagation, à éviter la propagation des cellules endométriales. Donc ça peut vraiment sauver. Par contre, il faut se poser la question, si on prend la pilule, ça veut dire que ça modifie aussi le cycle hormonal forcément, et ça veut dire que ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, mais quel autre perturbateur endocrinien il y a dans ma vie? Et comment je peux réduire toute cette source de perturbateurs endocriniens? Parce qu'il y en a énormément. Et de revenir comme ça sur un chemin le plus naturel possible. Il y a aussi des perturbateurs endocriniens dans les pesticides. Et les pesticides, c'est majoritairement dans l'alimentation, dans tout ce qu'on mange. Et c'est Fabien qui va vous en parler. Magnifique relais. Je vous remercie. On a travaillé. Ouais. Alors c'est vrai que quand je disais que ça tombait pas de nulle part, c'était clairement par rapport à la cause environnementale que vient de proposer Amandine. Et si on dit que c'est une maladie de civilisation, ça doit nous interpeller, c'est de dire, tiens, là où il n'y a pas la civilisation, il n'y a pas ces maladies. C'est déjà le premier axe de réflexion selon moi. Il y a une chose qui est aussi capitale, c'est-à-dire il y a des perturbateurs endocriniens et Amandine a nommé la pilule. Où va se retrouver la pilule? Quand les femmes vont aux toilettes et qu'elles prennent la pilule, ça se retrouve dans le circuit d'eau. Est-ce que les hormones peuvent être filtrées par les stations d'épuration? Non. Donc, je dirais que ces perturbateurs endocriniens-là ne sont pas seulement le problème de la femme atteinte d'endométriose, c'est le problème de la femme, mais c'est aussi le problème de l'homme et c'est le problème de l'enfant. Et là, on se rend bien compte qu'il y a de plus en plus de puberté précoce, d'atrophie des testicules chez les enfants. J'ai des jeunes patientes de 8-9 ans qui sont déjà réglées. Alors, ça prête à de lourds questionnements. On voit bien les modifications des sexes des poissons dans certains étangs où il y a une disproportion de poissons femelles, et donc avec les eaux qui arrivent. Donc l'eau qu'on consomme a un lourd impact. Et là, on est directement déjà dans l'alimentation. Avant même de parler des aliments, on est obligé de parler de l'eau qu'on consomme, puisque ça ne rentre pas en compte dans les analyses municipales que vous pouvez trouver gratuitement sur Internet. On va vous dire qu'une eau est potable selon tel ou tel critère, mais si on exclut le phénomène hormone, qui ne peut pas être traité, elle est potable, mais par rapport à quels critères? Ça, c'est déjà une première question à se poser, la responsabilité de l'eau. Mais après, vous pouvez vous dire, je vais prendre une eau de source, oui, stockée dans une bouteille en plastique, qui contient des perturbateurs endocriniens. Donc, on va à chaque fois déplacer, donc on ne va pas faire une conférence sur l'eau parce que ça prendrait 1 ou 2 heures. Par contre, je vous invite, c'est ce qu'on vous disait avec Amandine, c'est que c'est une invitation à creuser des pistes, évidemment qu'il y en a. Nous vendons d'ailleurs un appareil à la fin de notre présente. Mais pour vous dire, je vous dis ça, c'est sur le ton de l'humour, mais quand on souffre, on va être entre guillemets une proie facile. Faites attention, prenez le temps. Vous n'êtes pas 3 semaines, 1 mois, 2 mois près pour faire des gros investissements. Il y a des solutions qui existent, qui sont très bien, voilà, à partir de filtres qui sont peu coûteux, qui respectent l'environnement, etc. Bref, mais pensez à l'eau. Vraiment cette problématique de l'eau, puis voyez plus loin que l'endométriose par rapport à ce que Amandine a présenté, dans le sens où les pubertés précoces, c'est rouge, ou les excroissances mammaires chez les jeunes filles, il y a des filles qui ont des seins qui poussent, et là on sait que c'est les petits pots pour bébés, les endocrinologues le savent aussi, et évidemment là si on parle d'alimentation, on peut aller directement dans quelque chose qui est surreprésenté, qui n'existait pas en Europe, le soja. Alors le soja c'est toujours à controverse, parce qu'un jour on va vous sortir une étude qui montre que c'est oestrogène-like, et le lendemain on va vous sortir une étude qui dit le contraire. La question à se poser c'est qui finance l'étude. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est que si on parle d'hormones et de femmes, pour la ménopause, on recommande aux femmes de consommer du soja et que ça atténue. Donc, moi, si je me place de manière neutre, je me dis si ça atténue, c'est qu'il y a des effets. On est d'accord. Donc, mon principe, c'est celui de la précaution sur le soja. S'il n'y a pas d'études qui nous montrent de manière certaine qu'il y a une innocuité du soja au niveau hormonal et du cycle hormonal, eh ben, autant se mettre en retrait.
Il pourrait être dit que le soja fermenté, lacto-fermenté, inhiberait les œstrogènes-like. Là, pareil, c'est avec un point d'interrogation. Pour le coup, moi, je me dis que c'est un aliment qui est arrivé très tôt, depuis 2-3 générations seulement en Europe. Si on est de souche européenne, eh ben, on ne le connaît pas, mais si on est de souche asiatique, un peu plus. Mais c'est surtout un aliment qui est extrêmement présent. Et on peut se poser la question aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'alimentation majoritaire des bovins. Ça va sans doute perturber leur cycle hormonal à eux. Si on consomme la viande rouge, enfin voilà, qu'est-ce qui va se retrouver dedans? Voilà, on peut, et puis si on prend du lait de vache qui a été nourri au soja, on sait que le lait, c'est un filtrat du sang. Point d'interrogation. Donc là, on peut déjà brasser tout un tas de questions. Et si on regarde le soja et les produits laitiers, ce sont des choses qui sont grandement consommées. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire, bah oui, mais le soja, il n'y a que des végétariens. C'est faux. Moi, je vais souvent au supermarché. Enfin, souvent. Non, je ne vais pas souvent au supermarché. Quand je vais au supermarché, je regarde souvent ce qui se compose. Et une fois, j'étais allé voir des aiguillettes de poulet en promotion. Et c'était un prix ridiculement bas. Et je me dis, bah, qu'est-ce qu'il y a dedans, en fait? Alors, je retourne. Alors, on voit des aiguillettes de poulet. On se dit, bah, c'est du poulet. 40% de soja, 60% de chair de poulet. Personne ne va regarder l'étiquette. Tu achètes une aiguillette de poulet, tu enlèves le cellophane et tu la fais cuire. Et sauf que là, il y avait 40% de soja. Et c'est légal, puisqu'en fait, c'est l'élément majoritaire qui détermine son appellation. Et donc, vous pouvez être trompé, mais de multiples fois. Pareil, quand vous achetez du chili con carne, vous allez avoir 60% de bœuf, 40% de soja dans les plats préparés. Donc, dans les plats préparés, le soja est extrêmement représenté, puisque c'est calorique, c'est peu cher et ça pousse facilement. Donc on le retrouve de plus en plus, et pas seulement dans la nourriture asiatique, pas seulement pour les plats pour végétariens, vraiment c'est très représenté, à plus forte raison dans les plats préparés, les boîtes de conserve. Donc, et en plus, généralement, c'est du soja OGM. Là, pareil, OGM, point d'interrogation. Donc ça, le premier aliment à investiguer, et je dirais pour lequel il faudrait se mettre en retrait de manière prudente, c'est le soja. Après, il y a tout un tas de recherches aujourd'hui dans des pôles français. Là, il y a Elodie qui parlait de l'hôpital à Paris, mais ça se fait à plusieurs endroits, qui montrent les corrélations entre des maladies auto-immunes, des maladies gastro-intestinales et l'endométriose. En fait, là, on revient typiquement, je dirais qu'en naturopathie, on s'en moque. Nous, ça nous démontre simplement un terrain déséquilibré. Si on doit parler d'une maladie auto-immune qui est très commune avec l'endométriose, c'est la polyarthrite rhumatoïde. Depuis une vingtaine, 20-25 ans, on sait en médecine, notamment par le docteur Jean Seignalais, que les maladies auto-immunes, et notamment la polyarthrite rhumatoïde, sont liées à une porosité de la muqueuse intestinale. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui se retrouvent à passer dans le milieu intérieur, donc dans le sang, qui ne devraient pas s'y retrouver. Pour faire simple, la muqueuse intestinale, c'est un peu un tamis, une passoire, dans lequel on laisse passer des informations nutritionnelles, qui vont participer à des synthèses au niveau du foie, qui vont être distribuées aux cellules, participer à des processus métaboliques, etc. Et puis le reste est conservé, gardé dans le milieu extérieur, qui est le côlon, pour être évacué par les selles. S'il y a une dégradation de cette passoire, elle va un peu s'effilocher, puis les mailles vont s'élargir, à force d'inflammation, et on va retrouver à travers cette passoire, cette muqueuse, des informations qui ne devraient pas s'y trouver. Donc on va déclencher des phénomènes de réaction d'anticorps, d'IgG, d'IgH, qui vont développer des intolérances, voire des allergies. Et là, c'est pour ça que vous avez un phénomène qu'on dit de mode sur les intolérances, les allergies aux produits laitiers et ou au gluten, les maladies cœliaques, tout ça, ça explose. C'est pas un phénomène de mode. Quand les gens vous disent que quand ils se trouvent mieux en arrêtant ça, c'est très difficile à vivre en société. Et là, c'est par empirisme que la médecine a développé des recherches, c'est parce que c'est simplement pour ces mécanismes-là. Et Jean Seignalais les a très bien expliqué dans son ouvrage qui s'appelle « L'alimentation de la troisième médecine ». Alors vous avez une version globale qui s'adresse à la fois au grand public et aux médecins, qui fait 600 pages, et vous avez aussi une version simplifiée qui est sortie il y a 1 an et demi, qui fait 150 pages, qui résume un petit peu les 3 types de pathologies qui pourraient être atteintes avec le régime Jean Seignalais. Donc la première chose, vraiment, quand on est, pour moi, atteint d'endométriose, et je dirais même de maladies auto-immunes et pro-inflammatoires avec interaction intestinale, c'est de lire Jean Seignalais. Clairement, lui, il apporte les chiffres, il démontre les cas de rémission, les cas de guérison, il est très honnête, il a fait un travail extrêmement scrupuleux sur des dizaines de milliers de patients, et il évoque l'endométriose, il évoque la polyarthrite rhumatoïde, il évoque les lupus, il évoque le mucus aussi, parce qu'on le retrouve dans les intestins, il évoque toutes ces problématiques-là, avec les problématiques modernes d'alimentation, qui sont également les cuissons inadaptées, le micro-ondes, la friture, etc. etc. Je verrai si j'ai le temps de développer.
Mais en tout cas, la première chose, c'est de se sensibiliser à l'alimentation. Amandine a parlé du stress, qu'elle va détailler tout à l'heure. Des fois, on peut gérer plus ou moins bien son stress. Par contre, on peut clairement plus maîtriser son alimentation. Ça, c'est clair. Donc, pour moi, c'est le premier axe. On a l'impression d'avoir un levier et d'être véritablement acteur, et 3 fois par jour, de pouvoir avoir une influence dessus. Ça me semble être la démarche la plus responsable, durable, et puis qui nous fait basculer dans quelque chose de positif et puis de pérenne aussi. Quels sont les aliments qui vont être le plus dommageables pour générer un état inflammatoire? Amandine a décrit l'état inflammatoire, c'est un processus naturel de défense avec des schémas hormonaux et nerveux, mais c'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément bon de le déclencher. Aujourd'hui, on sait que les produits laitiers, les céréales de manière générale, mais plus spécifiquement les produits à gluten, génèrent des états inflammatoires. Alors on pourrait le minorer. Bio, ça va être moins. Mais c'est comme si vous me disiez, bah tiens, une cigarette bio, c'est moins mauvais qu'une cigarette pas bio. Du blé bio, du blé ancien, etc. On bricole. Et je vous dis ça en tant que moi-même allergique au blé, et c'est pas une intolérance, c'est une vraie allergie. Je vois des états allergiques fluctuer selon les variétés et les anciennetés du blé, et ça reste quand même un élément agressif. Après, on a plus ou moins de tolérance, mais quand on lit Jean Seignalais, on se rend compte de l'état abrasif des intestins après avoir consommé des céréales et à plus fortement des céréales à gluten. Les produits laitiers, bah, évidemment, on pourrait détailler sur la qualité des produits laitiers aujourd'hui. Si c'est une variété de vache ancienne, une race de vache ancienne, on consomme le lait cru d'une seule vache, possiblement, pourquoi pas? Possiblement. Essayez de trouver des races non croisées, essayez de trouver du lait cru et essayez du lait d'une seule vache. Vous retrouverez généralement dans les supermarchés du lait stérilisé UHT, donc tout est détruit, le calcium est beaucoup moins assimilable. Vous retrouvez dedans des résidus d'hormones, des résidus d'antibiotiques, des résidus d'antidépresseurs, parce que vous imaginez l'univers dans lequel grandissent les vaches, et ça se retrouve dans le substrat qu'est le lait, et on va générer des états inflammatoires, et ça c'est ce qu'on voit, ça va dégénérer sur des pathologies en rhinite, pharyngite, otite, sinusite, tendinite, capsulite, etc., sur des choses beaucoup plus chroniques comme l'ostéoporose, des états arthrosiques, arthritiques, etc., et donc des problèmes gastro-intestinaux, et ça vient nourrir en profondeur le terrain de quelqu'un qui a l'endométriose. Ça, il faut être assez clair et net là-dessus. Sur les personnes qui ont l'endométriose, à chaque fois qu'on va retirer gluten, produits laitiers, il y a une amélioration, et moi je demande toujours, parce qu'à chaque fois on me dit bah, ça a l'effet de mode, etc. Je dis d'accord, vous l'enlevez un mois, et après vous le rajoutez plus fortement qu'avant. Puis on en rediscute avant le deuxième rendez-vous. Il n'y a pas débat, hein. Et il n'y a pas frustration. Parce que quand on a compris qu'on déclenche des crises par répétition de cela, on n'est même plus frustré de ne plus manger ces aliments en société parce qu'on sait à quel point on le paye. Donc ça, c'est pour ça que je vous dis, la première démarche, c'est ça. Le sucre, évidemment. Mais globalement, je dirais les fermentations, donc les associations alimentaires. Par exemple, des choses toutes bêtes comme le fruit après les repas, le café sucré après le repas. Voilà, ça va créer des fermentations, des putréfactions des intestins, puis des travails de sucre gastrique antagonistes dans l'estomac qui vont générer une mauvaise dégradation des aliments. Je résume, hein, à chaque fois je ferai plusieurs résumés. Produits laitiers, produits à gluten, sucre, et puis après tout ce qui va être stimulant, café, boissons énergétiques qui sont en général sucrées, le thé noir qui est du thé fermenté. Tout ce qui est aliments fermentés, ça ne va pas être terrible. Alors c'est une différence avec la lactofermentation, qui elle sera positive. Et puis évidemment le grignotage. Puisque là, si on voit qu'il y a une interaction directement entre l'état inflammatoire intestinal, parce que c'est pour ça que l'endométriose est aussi compliquée, c'est qu'au départ, j'ai mal au ventre. Parce qu'on ne connaît pas trop notre corps, donc le ventre c'est assez large. Hein. Bon, on va dire l'abdomen, c'est quoi rectocolite hémorragique, syndrome du côlon irritable, maladie de Crohn, enfin voilà, on va faire plein de diagnostics, c'est pour ça qu'il faut des années. Des fois, l'endométriose peut déclencher plutôt des douleurs dorsales. Donc c'est les lombaires, c'est les reins, enfin on ne sait pas trop. Mais en fait, c'est un état inflammatoire localisé. Et ça, on le sait très bien, par exemple, en ostéopathie. On ne va pas travailler l'organe spécifiquement,
On va travailler une région, une zone, pour la mettre en mouvement, pour que ça circule. L'état inflammatoire génère la congestion engendre la stagnation, et donc une toxémie. Bon, toxémie, je ne vais pas détailler tout de suite, parce que ça c'est l'objet de la deuxième intervention, mais qui est indissociable de l'alimentation. Donc, attention au grignotage, attention au sucre. Il y a aussi un phénomène émotionnel sur lequel va revenir Amandine, où, quand on souffre, qu'est-ce qu'on fait? Le petit carré de chocolat, le petit grignotage, les pâtisseries. En fait, on peut tourner en rond. Et ça va nous sembler d'autant plus injuste. Donc, je ne vais pas développer plus que ça sur les choses mauvaises. Par contre, je vais parler des choses bonnes. Et évidemment, des solutions, il y en a. Il y a des travaux qui sont très importants sur les acides gras oméga 3. Donc là, ce sont des graisses qui luttent, on va dire plutôt qui équilibrent l'état inflammatoire d'une personne. Alors les acides gras oméga 3 en médecine, on commence à vraiment les faire valoir pour tout ce qui est maladie neurologique, neuropathique, Alzheimer, Parkinson. On va l'avoir aussi sur la sclérose en plaques. Et puis évidemment sur Crohn, sur la polyarthrite rhumatoïde, etc. C'est un spectre assez large, parce qu'en fait les maladies aujourd'hui, ce sont des maladies sur terrain inflammé. Ça brûle de tous les côtés. J'évoque David Servan-Schreiber qui en a beaucoup parlé. Ça a même une action sur la dépression. Lui, on parlait avant la conférence de grossesse. Et il y a un syndrome qui est donné en médecine, c'est le baby blues. Et donc, c'est la dépression post-accouchement. Alors moi, ça m'a toujours questionné, en tant qu'homme extérieur. Je me dis, on donne la vie et après on déprime. Il me semble que c'est assez particulier. Et David Servan-Schreiber a montré des études dans un livre qui s'appelle Guérir. En fait, c'était souvent des femmes qui étaient carencées en acide gras oméga 3 et qu'en prenant des gélules, sans faire de psychothérapie, la dépression disparaissait. Et donc on le faisait en double aveugle avec des femmes. Enfin, il y a des études qui ont été faites. Et on est sous-dosé en acide gras oméga 3. Que ce soit d'origine végétale ou que ce soit d'origine animale. Alors si on prend d'origine animale, vous aurez les œufs de la filière bleu blanc cœur, etc. Vous aurez les sardines, les maquereaux, les petits poissons gras. Et puis en gras végétal, vous aurez le lin, vous aurez le colza, vous aurez le pourpier, vous aurez aussi des oléagineux, vous en avez plein. Globalement, on a fait une mauvaise pub au gras, surtout pour les femmes. Et donc en fait, vu qu'on doit trouver des calories, on s'est rabattu sur le sucre, et notamment les amidons, le sucre des céréales, qui sont, on le répète, hyper inflammatoires. C'est pour ça que vous avez une mode, mais une mode appuyée sur des études, sur les régimes cétogènes, qui font grand bruit aux États-Unis. Toutes les études maintenant, que ce soit sur le cancer, les maladies de dégénération cellulaire, le diabète de type 1, qu'on dit irréversible, trouvent des solutions et de la guérison avec des régimes cétogènes. Donc, c'est-à-dire extrêmement riches en graisse, bien au-delà, 4 fois au-delà des recommandations de santé, puisqu'on est sur 80-90% d'acides gras dans le quotidien. Donc, le gras pour lutter contre les états inflammatoires. Vraiment, extrêmement important. N'ayez pas peur de prendre du poids, on le sait aujourd'hui. Ce qui déclenche le diabète et les prises de poids, c'est le sucre. Et les céréales, ce sont du sucre. Si vous prenez des céréales et qu'après vous allez courir faire un effort physique, vous brûlez votre sucre. Si vous êtes sédentaire, c'est mort. Là, vous allez avoir des problèmes d'insuline, de gestion des sucres, de congestion, d'irritation des intestins, et c'est un fléau, sauf que c'est de la nourriture facile à produire, pas chère, facile à cuisiner, et puis qu'on peut facilement assaisonner. Et on n'a pas fait de mauvaise campagne aux céréales, au contraire, on les a vantées pour le petit déjeuner, on le vend pour les enfants, mais c'est un carnage. Ça ne fait pas partie de l'alimentation humaine. C'est pour les rongeurs, c'est pour les oiseaux, mais nous n'avons pas l'enzyme. C'est un aliment pour moi qui est de survie et de famine. C'est ce qui a permis à des civilisations de tenir, mais physiologiquement, n'est pas adapté pour les céréales. On les tolère. Donc après, il y a des échelles, évidemment. Bon, ça, je vous invite à lire Jean Seignalais. On ne va pas faire un cours sur la nutrition, mais de ce que je vois en consultation, j'ai vu plus de 3000 personnes. Je n'ai jamais demandé à qui que ce soit d'être végétarien, clairement. Par contre, j'ai demandé à des milliers de personnes de diminuer les céréales, et je ne suis pas, j'ai pas de lobby, j'ai pas d'action dans les oléagineux ou dans les graisses. Vraiment, il y a toujours des effets très positifs. Moi, je vous invite, et Amandine va faire pareil, à vous inviter à faire des tests sur ce qu'on vous dit. C'est ne nous croyez pas, parce que
toutes, dans vos parcours, vous avez été illusionnés d'une manière ou d'une autre. Nous n'avons pas plus la vérité ici qu'ailleurs. Ce qu'il y a, c'est qu'on a des retours de patients et de patientes, et qu'on a aussi une vision de terrain qui nous permet d'être complémentaires aux médecins. Le but, c'est de créer une synergie. On voit des rapprochements, ce qu'évoquait Élodie avant la conférence, et c'est là où justement il y a une aubaine. Après, les résistances, c'est la peur, l'ego et l'orgueil, mais de tous les côtés, hein, pour être honnête. Et en matière de nutrition, c'est épidermique parce que l'alimentation aujourd'hui, elle est essentiellement émotionnelle et avec un réflexe familial ou culturel derrière. Donc, enlevez les a priori, documentez-vous, expérimentez, vous n'allez pas vous carencer en 3 semaines. On est clair. Et vous faites votre chemin, vous échangez et vous trouverez forcément un mieux-être dessus. Alors, dans tout changement alimentaire, il peut y avoir des petites crises émotionnelles. Non, et du coup, l'idée, c'est aussi de parler des émotions et du stress. Dans le cas d'une endométriose, souvent, ce qui a généré l'endométriose, une des causes qui peut être avancée, c'est le stress. Et l'endométriose va aussi, c'est un cercle vicieux, va créer beaucoup de stress. C'est pour ça que c'est bien de mettre en pratique en fait des techniques de gestion du stress. Et notamment quand si vous voulez mettre en place justement des changements alimentaires pour diminuer l'inflammation, ça va amener des petites situations de stress probables. Donc c'est bien de mettre en place des outils. Quand je dis l'endométriose provoque du stress, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir parce que ça peut être des situations où on ne se sent pas comprise parce qu'on a des douleurs au ventre, il va falloir l'expliquer pourquoi on est malade. Des fois, on est obligé de mentir, pas forcément compris par tout le monde parce que c'est une maladie qui n'était pas connue, elle commence à être connue. Mais avant, c'était un peu... moi, quand j'en parle avec certaines femmes, c'est la femme est vue comme une hystérique, elle se plaint pour rien, elle a ses règles, elle a mal au ventre, quoi. Et ça, c'est hyper dur pour une femme de recevoir sans cesse ce genre de critiques. La femme ne se sent pas à sa place et c'est une grande source de stress. La deuxième source de stress que je vois dans le cas de l'endométriose, c'est l'infertilité. On en a parlé tout à l'heure. Donc, ce n'est pas de l'infertilité, c'est une diminution de la fertilité. Et ça, c'est un poids, en fait. Même pour les femmes qui ne veulent pas forcément avoir d'enfants, de se dire, de l'entendre, je suis probablement pas fertile, il faut vivre avec tous les jours et marcher avec tous les jours. Il y a, au mois de juin, donc j'ai organisé un stage naturopathie, les belles et l'endométriose. Sur 7 personnes qui étaient présentes, il y en a 3 qui étaient enceintes. Et dont une qui, avant de s'inscrire, le savait, mais 2 autres, entre le moment de l'inscription et le moment où elles sont venues au stage, elles sont devenues mères. En tout cas, elles étaient enceintes. Et pour moi, c'est aussi le signe que des fois, on se bloque dans sa tête ou ça crée des pressions. Et ce n'est pas forcément le cas parce qu'il y a beaucoup d'espoir aussi qui peut être présent. Et ça ne sert à rien de se rajouter du stress par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que le stress et la gestion des émotions ? Déjà, le fait d'avoir de l'endométriose, ça génère beaucoup d'émotions. Et ce qui est conseillé, c'est quand même de pouvoir les exprimer, ces émotions. Les exprimer à bon escient et sans que ça pète un peu de partout, de manière raisonnée, mais toujours le verbaliser et ne pas avoir honte. Parce que quand on n'exprime pas ses émotions, ça va générer beaucoup de stress, ça crée des tensions dans le corps. Aujourd'hui, on est beaucoup à être en stress chronique. Généralement, le stress, on le définit en 3 phases. Il y a une phase d'alarme. Là, c'est le stress un peu de... Je sais pas, imaginez, il y a un truc qui fait boum ici dans la salle. Et tout le monde va être un peu stressé. Et là, c'est ce qu'on appelle l'adrénaline. Donc, c'est un neurotransmetteur et une hormone qui va agir. Dans le cas, par exemple, d'une situation où il y a un conflit comme ça un peu partout, là, ça va être du stress un peu plus présent et on va créer, ça va être la phase de résistance du stress. Ça va être tout le temps là. Et là, il y a une autre hormone qui va intervenir, c'est le cortisol. Le cortisol, quand je disais hormone tout à l'heure, une hormone, ça se diffuse un peu comme ça dans le corps. Et le cortisol, il va être présent comme ça un peu dans le corps, alors qu'il ne devrait pas forcément l'être, parce qu'il est là pour qu'on puisse s'adapter, mais quand il est là tout le temps présent, il n'est pas bon pour l'organisme. Notamment, il n'est pas bon pour le système immunitaire, ou parce qu'il va créer une suractivation des états inflammatoires, etc. Tout à l'heure, je vous parlais de la progestérone. Donc, je reviens sur les glandes surrénales pour vous expliquer pourquoi l'endométriose va créer une fatigue surrénalienne. Si on regarde, ici, on a les reins, et juste là, on a les glandes surrénales. Dans les glandes surrénales, il y a le cortisol qui est créé, cette hormone du stress. Pour que cette hormone du stress puisse être créée, le corps va utiliser plusieurs matériaux un peu partout dans le corps, dont un matériau qui est la progestérone. Vous allez faire le lien après, je vais vous le dire. Si on repart dans le cycle menstruel,
j'ai dit tout à l'heure, le cycle menstruel, il y a 2 hormones principales. La première, c'est l'oestrogène qui est là. Ensuite, on a le pic d'ovulation. Et la deuxième, c'est la progestérone. Aujourd'hui, dans le cycle féminin, chez les femmes, ce qu'on observe, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une hyperoestrogénie. Donc, on a énormément d'oestrogène. Et ensuite, dans la progestérone, dans la deuxième phase, on n'en a quasiment pas. Pourquoi on n'en a quasiment pas ? Une des raisons qui peut l'expliquer, c'est que comme on est tout le temps dans un état de stress chronique, on va produire beaucoup de cortisol. Et pour produire ce cortisol, on a besoin de progestérone. Donc ça veut dire qu'il y en a moins pour le cycle féminin. Et moi, ce que j'observe chez les personnes que je suis, c'est qu'elles ont des phases progestéroniques qui sont très raccourcies. On dit qu'aujourd'hui, pour pouvoir justement être fertile et accueillir un enfant, il faut avoir une phase progestéronique de 10 jours. Or, les femmes qui ont l'endométriose peuvent avoir des phases de 7-8 jours. Et c'est trop peu, en fait, pour pouvoir accueillir un enfant. Là, vous vous demandez peut-être comment elles savent qu'elles ont des phases progestéroniques de 7 ou 8 jours. C'est par l'observation de leur cycle féminin. Il y a plein de techniques qui existent pour observer son cycle féminin. Moi, celle que je connais, c'est la symptothermie. C'est-à-dire que chaque femme va observer à partir de plusieurs indicateurs où elle en est dans son cycle féminin. Donc, par exemple, elle va voir, bon, bah là, c'est le premier jour de mes règles. Donc là, je sais que c'est le début de mon cycle. Ensuite, elle va observer sa température. Donc, quand on est au moment de l'ovulation, il va y avoir une hausse de la température. Elle va observer sa glaire cervicale. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà observé, mais quand vous prenez vos 2 doigts ou vous regardez un peu ce qui se passe au niveau de la culotte, quand on a de la glaire cervicale, c'est quelque chose de très fertile. C'est un peu, on dit que c'est blanc d'œuf cru, en fait. Vous prenez un blanc d'œuf et vous étirez comme ça. Ça veut dire que vous êtes hyper fertile. Et à ce moment-là, quand vous voyez qu'il y a ce blanc d'œuf cru, vous savez que vous êtes proche de l'ovulation. Et quand après, vous ne voyez plus du tout ce moment blanc d'œuf cru, là, vous savez que vous partez dans votre phase progestéronique. Donc si entre le moment où il y avait vraiment une grande glaire très fertile et les prochaines règles, vous êtes à 7 ou 8 jours, là, vous savez que vous avez une phase progestéronique très courte. Donc, tout ça pour vous dire qu'il est important de travailler sur le stress et les émotions, parce que sinon, on va trop puiser sur sa réserve de progestérone. Et le corps, il a besoin d'avoir des progestérones aussi pour être en équilibre avec les oestrogènes. Et comme on l'a vu tout à l'heure, les oestrogènes, c'est vraiment l'hyperoestrogénie, c'est un des facteurs clés de l'endométriose. Et comment on travaille sur la gestion des émotions ? Moi, ce que je préconise souvent, c'est travailler sur l'observation de son cycle féminin. Parce que commencer à s'observer, à découvrir son corps, comment il fonctionne, c'est magique. Mais pour l'avoir vécu et pour l'avoir vu à travers d'autres femmes, c'est magique. Et nous, on nous a vraiment privés de ça. C'est-à-dire que quand on est dans un moment où on est pendant nos lunes de menstruation, ce que je conseille souvent, c'est à ce moment-là de ne rien faire dans la maison. Mais vraiment de rester un peu... pas cloisonné, mais de rester dans un état méditatif. C'est le mari qui peut s'occuper des enfants, ne pas faire à manger forcément, et prendre son temps, prendre un bain et se relaxer, prendre soin de soi. Et là, je vous vois sourire, parce que vous vous dites « Ah bah oui, mais là, il va tout récupérer ». Mais c'est pour lui aussi. Parce que du coup, si vous vivez bien votre phase de menstruation, et ben, tout le reste du cycle, vous allez être super cool. Et donc tout le monde en a besoin. Et c'est vraiment pour l'harmonie du couple de se permettre ces moments-là. Parce qu'une fois qu'on est vraiment dans une phase de repos, dans un moment où on en a besoin, hein, parce que quand Fabien va vous en parler tout à l'heure, quand il y a les menstruations comme ça qui coulent, c'est un peu de la détox. Et quand c'est de la détox comme ça, ben on est un peu fatigué, donc on a besoin de cette phase de repos pour après repartir dans un élan de pêche. Et je vous assure que quand on respecte son cycle féminin, le pic d'ovulation, c'est un moment où on est hyper heureuse, on est rayonnante, il y a plein de phéromones de partout, on respire la sensualité, pour pas dire la sexualité. Et du coup, c'est intéressant de se dire aussi, d'être à l'écoute de son corps, de ses émotions, de ce qu'on vit, et de suivre son cycle féminin. Ça permet de revenir sur le chemin de la nature, de sa nature profonde. Et plus on est en harmonie avec soi-même, et moins on permet à une maladie de s'installer. Et aujourd'hui, à mon avis, mais c'est vraiment mon avis personnel, s'il y a autant une recrudescence de l'endométriose, c'est aussi parce qu'on s'oublie. On s'oublie soi-même en tant que femme. Donc l'observation du cycle féminin, ça peut être la méditation qui permet de se retrouver aussi avec soi-même. Et je voulais dire autre chose avant de laisser la parole à Fabien. Il y a la sophrologie aussi qui fonctionne bien. Je sais qu'à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, par exemple, il y a un centre endométriose. Tous les mois, il y a des séances de sophrologie. Ça permet vraiment de ressortir les émotions. Voilà. Je vais laisser la parole à Fabien qui va vous parler de la cohérence cardiaque, qui est aussi une technique pour gérer ses émotions et son stress.
Alors la cohérence cardiaque, peut-être que vous connaissez, ça connaît un grand essor. J'ai parlé de David Servan-Schreiber tout à l'heure pour les oméga 3. Et c'est lui également qui a importé, entre guillemets, la cohérence cardiaque en Europe, via les États-Unis, avec David O'Hare, qui est un médecin canadien qui a pratiqué une 30-40 années à Marseille, et c'est auprès de lui que je me suis formé. J'étais déjà convaincu de la technique, et en allant me former, j'ai vu des interactions thérapeutiques avérées par 400 études, par l'Institut HeartMath aux États-Unis, et avec toutes les implications de ces techniques respiratoires extrêmement simples et gratuites. Le principe, il est de se mettre en résonance avec le système nerveux autonome. Alors, le système nerveux autonome, ça paraît un grand mot comme ça. Amandine a beaucoup parlé des hormones. Le système nerveux et la production d'hormones sont conjointes. C'est conjoint. Donc ça régule tout un tas de phénomènes hormonaux, comme la production de l'insuline, la régulation du cortisol, on l'a expliqué. Je partage son avis. Je fais une petite parenthèse. C'est que moi, au départ, je suis développeur informatique. Je viens plutôt du milieu rural. Je suis un homme, donc ce qui est émotionnel, c'est pas incroyablement surdéveloppé chez moi. Et donc, j'étais plutôt pragmatique chez moi, c'est-à-dire dans l'appréhension que j'ai du monde. Pas que je sois quelqu'un de froid et métallique. Mais en gros, de dire, ben voilà, il y a une physiologie, on met des aliments, c'est ça qui m'a plu dans la naturopathie. Et à force de voir des personnes, des patients, plusieurs dizaines, plusieurs centaines, plusieurs milliers, j'ai complètement changé mon regard sur les choses. Au début, je me disais le facteur numéro 1, je pensais que c'était la nutrition, après que c'était la sédentarité, après le sommeil, puis après le stress. Et bien maintenant, j'ai mis le stress en 1 et le manque de repos en 2. Et en 3, l'alimentation. Alors que je ne fais que parler d'alimentation, que je donne des cours sur l'alimentation, etc. Mais objectivement, si je suis honnête avec vous et si je suis honnête avec moi, c'est le stress, très clairement, qui est numéro 1. Et c'est pour ça que vous verrez des fatigues chroniques, des burn-out exploser, à tel point qu'on est presque en train de les reconnaître comme maladies professionnelles. Enfin voilà, ça, parce que ça touche tout le monde, toutes les couches sociales, tous les corps de métier, etc. etc. Donc ce stress-là, ce qu'a présenté Amandine, pour moi c'est fondamental. Et le cortisol est une clé de compréhension et de lecture encore trop peu investiguée. Et donc ces éléments de gestion du stress, il y a des gens qui revivent littéralement grâce à cela. Et donc pour moi la cohérence cardiaque, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire, c'est simplement de se mettre en résonance fréquentielle avec son système nerveux autonome. Il y a une application qui est toute simple, il y en a plein qui sont gratuites. C'est ridiculement simple. Alors vous verrez, moi j'aime bien celle-là, ma cohérence cardiaque. Aucune balle qui descend et qui remonte. S'il n'y avait pas 400 études qui montreraient les effets positifs, on pourrait croire que je me moque de vous. Et quand j'ai été voir David O'Hare, il a écrit plein de bouquins sur la cohérence cardiaque, dont un qui est Maigrir avec la cohérence cardiaque. Et moi j'y suis allé, bon, je savais que je voulais apprendre, je voyais les effets positifs, j'avais lu des études. Puis quand je vois sa compile de livres, je dis tiens, encore un anglo-saxon qui vient nous vendre sa soupe. Donc j'ai vu Maigrir avec la cohérence cardiaque, bon, c'est pas en respirant qu'on va maigrir. En gros, vous changez rien à votre alimentation. Mais ensuite, j'ai compris au niveau physiologique sur la formation. Amandine a parlé du cortisol, donc, qui est une hormone produite par les glandes surrénales. Le cortisol a aussi la propriété de retenir la graisse au niveau viscéral et abdominal. Donc si vous ne produisez plus de cortisol, vous retenez moins la graisse abdominale, donc vous grossissez moins. Ça paraît fou. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes stressées qui disent « je mange rien, et j'ai une grosse bedaine ». Ce sont souvent les gens stressés. Et donc en naturopathie, on le voit, ça fait partie des outils d'observation et d'anamnèse. Et donc si on retient de la graisse viscérale, c'est pas de la bonne graisse brune, c'est sur une zone qui est déjà congestionnée autour de l'endomètre et des intestins dont on a déjà parlé en première partie. Donc là aussi vous avez une interaction du cortisol, Amandine parlait de progestérone, mais là même avec le stress physiologiquement lui-même et les graisses que ça vient retenir. Donc cet outil-là, donc la cohérence cardiaque, c'est incroyable pour la gestion du stress. Moi, à chaque fois que je suis dans une salle d'attente, que je patiente, que je suis dans les transports en commun, eh ben je sors ça, vous pouvez écouter de la musique à côté, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et après, le rythme est imprimé 5 secondes, 5 secondes. Vous êtes en voiture,
vous faites tout seul, et vous verrez que ça se viendra en pilote automatique. Dès l'instant que vous vivrez une situation stressante, vous basculez en cohérence cardiaque. Je répète, 400 études scientifiques qui aboutissent tous au même résultat, à tel point que maintenant, par exemple aux Pays-Bas, à chaque retour en classe à l'école, les professeurs des écoles font pratiquer la cohérence cardiaque aux élèves, donc retour de récré, retour de repas, etc. Et constatent meilleure concentration, meilleurs résultats, et 60% d'absentéisme en moins chez les profs. C'est logique parce que si les élèves ne sont pas stressés, ils vont faire moins stresser le professeur. Donc on revient à un état de neutralité. Et donc à chaque fois que vous avez une agression, de toute façon vous le sentez physiquement. Soit le reste, alors les gens vous disent toujours pareil, c'est le thorax, c'est l'abdomen, c'est verrouillé, on met un verrou, donc soit on laisse le verrou, puis on s'en débarrasse, et en gros, en général, quand on n'en peut plus, donc on va décharger sur son copain, sur son conjoint, sur son collègue, ou on va aller se payer une séance de psy, ou sophrologue, etc., etc. Mais il y a moyen aussi de ne pas faire rentrer. On attend toujours que ça déborde. Parce que aussi, Amandine parlait de la perception que la femme peut avoir d'elle-même, mais je dirais même que l'individu peut avoir de lui-même dans le rendement qu'il doit produire dans une société où on est évalué par sa production. Donc quand on est fatigué, on est point productif. Et une femme, par exemple, quand elle a des périodes de règles douloureuses ou qu'elle a des douleurs, elle est moins productive. Mais il faut quand même donner le change. Puis il faut donner le change à la maison, il faut donner le change pour les enfants, etc., etc. Donc on prend sur soi et on entasse des stress non digérés et qui créent des perturbations hormonales physiologiques lourdes de conséquences. Cet outil-là, c'est comme une soupape. Alors, il y en a plein d'autres. Vous en avez plein. Vous avez on aurait pu parler d'hypnose ericksonienne, on a parlé de sophrologie et plein de branches, la musicothérapie, les exercices respiratoires. Enfin, bref, il y a forcément une chose qui vous parle. C'est forcé qu'au niveau de la gestion du stress, il y a une chose qui vous parle et mettez-la. Posez-vous simplement la question, à quel moment je suis bien? Et il y en a qui vont dire, c'est quand je me promène dans la nature, c'est quand je joue avec mon enfant, quand je joue de la musique, quand je dessine. Voilà. Attention par contre aux effets pervers du sport. On va sécréter de l'endorphine, on va lâcher des tensions, mais on va rajouter un stress physiologique sur un stress. Et ça, il faut savoir faire la différence entre la fuite et la rencontre avec ce stress. Et généralement, le stress, on est plutôt dans une forme de fuite. Alors ça peut être une soupape intéressante, mais c'est pas ça qui va guérir. Ce qui va guérir, c'est aller en profondeur sur la capacité à mettre une émotion à l'extérieur ou à être complètement poreux pour qu'elle vienne nous parasiter. Et honnêtement, la cohérence cardiaque, c'est ce que je trouve de plus rapide, de plus efficace et de plus simple à mettre en place, et puis c'est largement partageable. Je vais vous parler maintenant de la détoxination. La détoxination, donc là on est sur des processus physiologiques, mais qui appartiennent au langage de la naturopathie. Vous ne verrez pas de la détoxination parler en médecine, quand bien même on repose sur des processus cellulaires, on ne va pas faire un cours sur la détox, mais simplement expliquer qu'en fait il y a deux mouvements dans le corps. Il y a l'aspect nutrition, donc on amène des nutriments à la cellule travaille sur ces nutriments, et de manière normale, elle rejette des déchets qui sont le produit de l'activité cellulaire. Et donc ces déchets, ils vont circuler à travers le sang, la lymphe, et puis ils vont être évacués par ce qu'on appelle des organes filtres, ou des émonctoires. Alors, les émonctoires, ça va être les poumons, on va rejeter du CO2, ou des cols, du mucus, les crachats. Ça va être aussi les reins, donc avec les urines et puis différents acides qui vont être contenus dans ces urines. Ça va être également les intestins, avec les selles. Ça va être également la peau, avec les pores, et puis la transpiration, voire les boutons, l'acné. Aujourd'hui, voilà, j'ai vu qu'on était en train de développer un vaccin contre l'acné. Voilà. On recherchait des vaccins contre l'acné. Bon, c'est un organe émonctoire. L'acné, c'est juste une saturation d'un organe émonctoire, et puis on rejette. C'est pour ça que vous voyez tous les gens qui influent sur l'acné par l'alimentation. Petite parenthèse, donc avec les boutons un peu purulents, les abcès, etc. etc. Et puis le foie, qu'on peut considérer également comme un émonctoire. Et puis, la femme en a un secret. Ce qui pour moi constitue aussi un facteur qui fait qu'elle est en meilleure santé que l'homme, au-delà de plein d'autres raisons qu'on ne va pas détailler ici. C'est son utérus, son vagin. Et les règles. C'est un écoulement régulier qui permet à la femme de se détoxifier. Alors, au-delà de la dissolution de l'endomètre et puis son excrétion, on va se rendre compte qu'il y aura des durées de règles et des symptômes
prémenstruels ou menstruels différents selon les femmes. Ben, en général, on dira bah, t'as de la chance, hein, toi t'as pas les règles longues et douloureuses, moi. C'est pas de la chance, c'est physiologiquement, il y a toujours une explication. C'est pas de l'avantardisme que de dire ça, puisque je pense que tous les naturopathes l'observent. En modifiant son hygiène de vie, au bout de 3-4 cycles, on peut passer de règles douloureuses à des règles asymptomatiques. Enfin, quand je dis je, c'est pas pour me vanter, me placer au-dessus de la mêlée, c'est pas ça, j'espère que vous le comprenez. Jamais eu d'échec sur des règles douloureuses. Jamais. Cet état d'irritation, d'inflammation qu'on subit, que les femmes subissent pendant les règles, ça dénote une toxémie, donc une présence de toxines supérieure aux capacités de l'élimination de l'organisme. Et donc une saturation. Et c'est intéressant, moi je vous ai dit en introduction que j'accompagnais des jeunes, j'ai plein de femmes, de jeunes femmes qui viennent jeûner, et quasiment tous les stages et les séjours que j'encadre, je vois des femmes qui déclenchent leurs règles en dehors de leur cycle. Et on observe ça dans le jeûne, parce que c'est l'organe, vu que le jeûne s'est détoxifié, l'organe émonctoire s'invite pour dire bah, je me mets au diapason de tout le corps et je déclenche ça. C'est assez fabuleux. Et quand on change l'hygiène alimentaire, l'hygiène de vie globale, mais surtout l'hygiène alimentaire, on voit que les durées des règles sont plus courtes, que les symptômes sont moins douloureux et que le sang est complètement différent. C'est un organe nettoyeur aussi. Et on le voit à quel moment? Au niveau de la ménopause. Moins de règles, alors bien sûr, il y a un jeu hormonal. Mais sur les ménopauses, vous mettez une alimentation hypotoxique de type j'en signalais, la prise de poids va être différente parce que ces toxines qui sont évacuées vont être stockées, on peut pouvoir être éliminées par cet organe relais, on va dire, temporaire dans la vie d'une femme, sur, je sais pas, 35 ans, à peu près. Et les bouffées de chaleur, etc., qui sont signes d'une toxémie aussi. Et en travaillant, on va se rendre compte que là aussi, c'est pas une chance d'avoir on va dire une ménopause asymptomatique ou d'avoir une ménopause douloureuse. Et on peut donner, il y aura toujours les oméga 3 qu'on va donner, le sélénium, le manganèse, le cuivre, etc., le zinc, etc., qui peuvent accompagner. Mais je dirais, au-delà de toutes ces recommandations-là, saines, intéressantes, c'est surtout de se dire, l'utérus vagin est un organe excréteur. Et donc la détoxination, si on dit qu'un état inflammatoire, qu'un état toxémique vient d'une surcharge de toxines dans le corps non évacuées par les organes fines que j'ai nommés, on va avoir une alimentation hypotoxique et puis surtout stimuler la détoxination. Comment? Et bien, vu qu'on a vu que c'était en deux temps, qu'il y avait l'aspect nutrition et l'aspect élimination, moins on met d'énergie à l'aspect nutrition, plus il y aura d'énergie pour l'aspect élimination. Donc c'est de se faire des petites diètes de fruits et de légumes, de libérer les aliments les plus longs à digérer. Donc par exemple, vous mangez, je ne sais pas, une pomme, c'est 25 minutes de digestion. Vous mangez de la viande ou des céréales, c'est entre 3 et 4 heures de digestion. Donc tout ce temps de digestion qui ne sera pas mis aux aliments va être mis à la détoxination. Et donc c'est pour ça que par exemple le jeûne intermittent, c'est une très bonne aubaine, c'est-à-dire se manger sur une plage horaire de 8 heures sur la journée. Ça va être de faire des petits jeûnes de 24 heures par semaine. Ça va être de faire des monodiètes de fruits, des monodiètes de légumes de temps en temps. Et là, petit à petit, on va voir qu'il y a des symptômes qui vont diminuer. Et c'est très net sur l'endométriose, ça se voit sur les états inflammatoires de manière générale, que ce soit au niveau viscéral, que ce soit au niveau articulaire, on le voit assez rapidement comme un soulagement. D'ailleurs, les femmes qui ont des crises, souvent, ne mangent pas, parce que tordue de douleur, la crise diminue, on dit elle est passée, mais peut-être aussi qu'elle est passée plus rapidement, parce qu'il n'y a pas eu d'apport d'éléments inflammatoires. Mais c'est intéressant de se voir, de dire à quel moment ça se déclenche. Est-ce que c'est quand j'ai un gros pic nerveux d'angoisse ou de stress, ou quand j'ai un peu fait un excès de table? En fait, c'est quand apparaissent les crises. C'est ça qui est intéressant. Et ça sera propre à vous, et ça vous donnera votre indicateur et votre levier à activer. Donc pour moi, la détoxination, c'est fondamental. Si on dit que c'est une zone viscérale, où il y a congestion, évidemment que tout ce qui travaille sur la décongestion des intestins sera favorable. Alors vous avez tout ce qui peut être lavement, hydrothérapie du côlon, purge, ce sont des pistes. Vous avez aussi des balais intestinaux naturels avec beaucoup de fibres, donc beaucoup de légumes, et puis des plantes comme le psyllium, comme le plantain, comme le lin, les graines de chia, qui produisent des
des gels quand ils sont au contact de l'eau et qui font un balayage régulier des intestins qui le nettoient. Et puis après, vous avez des purges plus violentes. Là, je ne suis pas dans la recommandation parce que là, ça va vous faire conseiller par un praticien, c'est pas n'importe quoi, avec des sels abrasifs. Moi, je ne suis pas trop fan. Vous avez aussi l'huile de ricin. Puis vous avez aussi des cures naturelles avec des mélanges de plantes, avec du séné, avec des différentes choses qui vous nettoient les intestins. Et là, il y a des soulagements rapides. Je vous conseille d'essayer de pratiquer des lavements. Pour le coup, c'est peu dangereux. Vous trouvez le matériel en pharmacie. Vous essayez. Vous avez aussi des cures d'argile apaisantes, enfin, des choses comme ça. Mais les lavements, vous commencez avec une poche où vous mettez 1 litre d'eau à température corporelle, d'eau évidemment en bouteille, pas de... et puis vous essayez quand vous avez des douleurs, ou même vous essayez d'en faire plusieurs dans la semaine, et vous voyez ce qui se passe. Il y a fort à parier que cet état inflammatoire localisé au niveau abdominal, si vous le soulagez au niveau intestinal, vous allez trouver un mieux-être au niveau des intestins. Donc l'émonctoire privilégié à favoriser pour l'endométriose, c'est les intestins. Ensuite, je dirais que ce sont les reins. Et les reins, c'est apporter énormément de minéraux. Alors vous avez des plantes, vous avez des orties, vous avez du cassis, vous avez la plupart des plantes. Je fais une aparté pour les plantes. J'ai parlé des oestrogènes like tout à l'heure, comme le soja. Vous avez également la sauge. Vous avez différentes plantes aussi qui ont des propriétés oestrogènes like. Donc faites attention, renseignez-vous aussi quand vous faites des tisanes, parce que c'est une mode aussi de faire des tisanes. Si on estime que la phytothérapie est efficace, faites attention aux tisanes plaisir, c'est-à-dire que vous prenez quelque chose pour le plaisir qui a des principes actifs sur votre corps. Donc sachez bien ce que vous mettez dans votre organisme aussi. Donc la détoxination, c'est de mettre en œuvre des processus de nettoyage, d'autolyse du corps, ce qui est accompagné par les règles, mais globalement que vous pouvez maîtriser dans le quotidien. Donc grignotage, vous coupez la détoxination. Alimentation trop surchargée, mauvaise combinaison alimentaire, vous coupez la détoxination, vous la ralentissez. Alimentation inappropriée aussi. En gros, fruits et légumes en abondance, maximum. Et puis faites-vous des diètes régulières, vous avez jeûne intermittent, monodiète de fruits, monodiète de légumes, des petites cures de jus plutôt de légumes pour ne pas amener de sucre par les jus de fruits, des tisanes, et puis si vous le sentez, vous faites une demi-journée, une journée de jeûne de temps en temps, vous risquerez rien, pas la carence. Voilà, au pire, vous demandez les conseils naturopathe ou d'un médecin nutritionniste qui sont très au fait de cela. La plupart des nutritionnistes aujourd'hui sont très au fait de cela. Donc faut que la formation descende. Donc, après, ça dépend de l'âge de votre médecin, ça dépend de son ouverture, ça dépend du travail collaboratif qu'il aura, où il travaille, si c'est dans un pôle santé collaboratif, etc., etc. Vous avez aussi de la détoxination manuelle qui peut être faite, donc une forme de drainage. Donc là, c'est toutes les techniques dont j'ai parlé, plutôt des thérapies manuelles comme la fasciapulsologie, comme l'ostéopathie, où on peut déclencher des phénomènes de détoxination. Et puis je vais parler maintenant du palpé roulé. Donc ça, j'ai travaillé avec un médecin qui m'a formé, le docteur Michel Furter, pratique en Suisse, et c'est le premier, lui, qui m'a dit il y a plusieurs années, avoir d'excellents résultats sur l'endométriose par le palpé roulé. Lui, partant que c'était des adhérences et de la congestion, a appliqué du palpé roulé sur ses patients et a vu des améliorations. Et on sent en fait là où il y a des adhérences, c'est extrêmement douloureux. Et à côté, ça ne l'est pas. On va défaire les fibres tissulaires, et d'où sous ces fibres, évidemment, il y a de la congestion, souvent des adhérences. Alors, en plus, il y a des cicatrices d'appendice, etc. Bon, là, c'est encore plus lourd. S'il y a eu des césariennes, c'est encore plus, enfin, etc., etc. Ça, c'est sur la reconstitution tissulaire. Ça marche extrêmement bien. Enfin, lui me garantissait ça mettait plusieurs séances. Il me disait que c'était entre 5 et 12 ou 15 séances, assez intenses, mais qu'il avait d'excellents résultats. Et si en plus, alors c'est là où on va sur le multifactoriel, si on va sur une alimentation hypotoxique, si on gère ses émotions, et si en plus on fait des techniques manuelles, je dirais, ça me paraît extrêmement peu probable. Extrêmement peu probable, je ne vais pas m'engager sur la certitude, ça serait malhonnête, qu'il n'ait pas de résultat assez pour le coup, probant. La détoxination, voilà, mais vous verrez tout et n'importe quoi, faites-vous bien encadrer, allez pas dans des solutions extrêmes comme vous dire, tiens, je vais faire un jeûne sec de 5 jours, je vais me lancer dans un jeûne de 15 jours. Apprenez aussi. On va dire, quand la souffrance, c'est le ras-le-bol. Mais, comme disait Amandine, il y a aussi un aspect pédagogique à travers tout ce qu'on entreprend pour ces problèmes de santé. 3 mois, 6 mois, même si vous êtes avancé dans l'âge et que vous cherchez à avoir un enfant, vous construisez fortement pour demain. Donc ces processus de détoxination-là, ils ne doivent pas être déclenchés avec violence,
avec immédiateté, avec empressement, avec peur, ou pas avec trop grande euphorie. On met des jalons tranquillement, parce que ça ne s'agit pas de regarder que l'endomètre, il ne faut pas fatiguer les reins, il ne faut pas fracasser les intestins avec des purges, voilà, vous comprenez. Le but c'est d'y aller raisonnablement, que la physiologie c'est pas qu'un endroit, on parle globalement, c'est plutôt d'aller piocher de manière opportuniste dans plusieurs choses, plutôt que de tout miser sur un seul élément, au risque de déséquilibrer son état de santé. Je ne vais pas détailler plus long sur la détox, parce qu'on a encore pas mal de choses à dire, et puis comme ça, ça laisse le temps pour un échange. Alors, juste on va rajouter quelques points. Sur la détox, quand Fabien parlait, on pourrait se demander pourquoi c'est ici en fait. Pourquoi c'est dans cette zone-là? En plus, c'est une zone hyper féminine, donc ça touche à une partie de soi. Dans la naturopathie, on considère que toutes les maladies, ce sont juste des amas de toxines, et qu'elles vont se positionner à différents endroits. Alors, il pourrait y avoir plusieurs causes possibles pour lesquelles ce soit ici. On peut parler de blocage émotionnel aussi. Ça peut être des choses qui ont été héritées de loin aussi, d'avoir des toxines qui s'accumulent ici. Ça nécessite de faire un travail psychologique. Donc tout à l'heure, on a parlé de la gestion des émotions, du stress. Ça veut dire qu'il y a des émotions qui peuvent ressurgir. Mais il y a aussi le fait qu'ici, c'est une zone qui ne bouge plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans notre société, en fait, on ne bouge pas du bassin. En fait, on est tout le temps comme ça, on est assis sur des chaises et on ne bouge pas. Il y a des mouvements qu'on ne fait pas, en fait. Et on devrait pouvoir bouger un peu comme ça ici et remettre du mouvement. Et ce qu'on pourrait vous conseiller, c'est de rebouger du bassin. Parce que quand on bouge, qu'est-ce qu'on fait? On active la circulation sanguine. Donc du coup, on amène de l'oxygène et du nutriment qui vont aussi amener la guérison. D'où l'importance de bouger. Et lymphatique aussi. Et là? Et lymphatique. Et lymphatique, merci. Et lymphatique. Lymphatique, c'est les petits vaisseaux qu'on a à côté des vaisseaux sanguins qui sont là pour gérer les déchets, essentiellement. Puis aussi le système immunitaire. Et donc quand on bouge, on amène comme ça la guérison. Il y a aussi le fait que, souvent dans le cas d'une endométriose, on parle des adhérences. Donc tout à l'heure, Fabien parlait du palpé roulé. Les adhérences, ça va être essentiellement des fascias qui vont être autour des muscles, des os, des organes, et qui vont les empêcher de bouger. Donc vous imaginez un organe qui est comme ça en prison, il ne peut pas guérir en fait. Et le but, c'est de remettre du mouvement dans tout ça. Pour remettre du mouvement, vous pouvez faire du sport. Le but, c'est de toujours être quand même dans l'écoute de soi, que ce soit quand même physiologique et assez léger. Par exemple, si vous faites du yoga, si vous pratiquez, en faisant du yoga, vous allez donc bouger le bassin, étirer un peu l'abdomen, ça va faire du bien. Avec la respiration yogique, vous allez bouger le diaphragme, ça va libérer les émotions. Donc, en fait, ou alors par exemple avec des torsions yogiques, si vous faites ça, vous faites des torsions, ça va décongestionner le foie. Et dans le cas d'une endométriose, souvent il y a un foie qui est totalement fragilisé et qui fonctionne plus bien. Donc c'est aussi important de travailler là-dessus. Donc n'oubliez pas d'amener du mouvement, parce qu'on sait qu'avec l'endométriose, il y a beaucoup de douleur. Quand on a mal comme ça, on n'a pas envie de bouger. Au contraire, on va se mettre dans le lit, on va rien faire. Mais ça vaut le coup quand même de faire même des petites postures dans le lit où on s'étire et on ramène un peu de la vie dans tout ça. Parce que c'est des cellules c'est un peu des petites morts en fait. Mais il faut justement ramener de la vie. Donc n'oubliez pas de bouger et allez-y en douceur en fait, tout simplement. Voilà, je voulais parler aussi de quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais c'est l'aspect sexuel. Alors, est-ce que, avant que tu parles de ça, oui. J'ai oublié de mentionner un truc, c'est juste une petite chose. C'est il y a des techniques en ostéopathie de manipulation en passant par les voies naturelles. Alors, je parle de cela parce qu'en fait, c'est plus ou moins légal, il y a un flou légal par rapport à ça. C'est considéré de manière illégale, parce qu'en fait, il y a simplement, a priori, c'est seulement les gynécologues obstétriciens qui ont le droit de passer par ces voies-là. Vous avez quelques ostéopathes gynécologues qui le font, et il y a de très bons résultats sur l'endométriose, pour justement ce que disait Amandine, c'est ce qui m'a fait passer, pour redonner du mouvement. N'allez pas, enfin, vous pouvez poser une question, mais il est peu probable que l'ostéopathe que vous alliez voir puisse faire cette manipulation-là, parce que, un, il peut se mettre en porte-à-faux légal, et deux, peut-être qu'il n'a pas été formé à cela. Mais en tout cas, je vous dis, ça existe. Je sais qu'il y a, par exemple, en Belgique, c'est plus répandu, mais il y a des ostéopathes qui sont tombés sous le coup de la loi, parce qu'ils ont fait ces manipulations-là, qui sont considérées comme un acte médical. Il y en a dans le coin. Il y en a, voilà. C'est pour ça que je dis, je jette un truc, après vous parlez, mais par contre, motus et bouche cousue, et il faut pour que ces personnes-là continuent de pratiquer, il faut aussi les protéger. Mais ça se fait. Et moi, j'ai échangé avec des ostéopathes, et puis surtout avec des patientes qui m'ont dit avoir revécu, et puis surtout pour des cas d'infertilité, mais pétonnés,
des femmes qui ont retrouvé vraiment une fertilité rapide, et puis surtout ça se voyait au niveau des grossesses où le ventre dégonflait. Enfin, voilà, c'est pour dire qu'en fait c'est une... Amandine insiste longuement là-dessus et a raison, c'est une zone qui est peu mobile, où on a des mauvaises postures, on a le bassin généralement trop étroit, puis on est verrouillé dans des postures en voiture, etc. Donc voilà, il existe des techniques. Il existe des techniques concrètes, fortes, en plus de tout ce qui est, on va dire, du rôle de l'hygiène de vie que présente Amandine. Je finis là. Oui. Parenthèse. Et c'est quand même un corps qui est meurtri, hein, donc c'est intéressant d'aller voir quelqu'un qui peut aider à travailler là-dessus. Dans le cas d'une endométriose, il y a aussi souvent du spotting. C'est le petit sang noir un peu qui descend comme ça. Ça, c'est à cause d'un manque de mobilité du bassin aussi. Donc vous pouvez aller voir aussi des fasciathérapeutes, faire de la ventosothérapie pour retirer les adhérences. Enfin, il y a plein de possibilités. Renseignez-vous dessus et ouvrez-vous un peu à petits messages qui vous sont envoyés. Je voulais parler aussi de l'aspect sexuel dans le couple. Il y a des... moi j'ai entendu des femmes qui m'ont parlé des difficultés en fait à vivre avec l'endométriose et à satisfaire à la fois son partenaire. Et donc du coup à faire l'amour mais en ayant mal et en ne le disant pas, donc un peu en se disant c'est bon, j'ai pas mal, allez je vais passer à la casserole. Ça amène pas sur le chemin de la guérison en fait, bien au contraire, parce que quand on est dans un espace comme ça meurtri, on a besoin de lui amener énormément de respect. Et je pense qu'un compagnon avec qui on fait l'amour en ayant mal mais en lui disant pas, même s'il n'en a pas vraiment conscience, inconsciemment il sent bien qu'il y a un truc qui va pas. Donc c'est pas lui faire un cadeau que de faire l'amour avec lui alors qu'on a mal. Ça peut passer par le dialogue et il y a plein d'autres manières de faire l'amour sans une pénétration. Donc on peut faire, moi j'avais lu un livre sur l'étreinte réservée, mais vraiment des axes sexuels mais très profonds mais sans une pénétration. Il y a le tantrisme qui propose des choses et n'hésitez pas à vous ouvrir à ça aussi et à profiter de l'endométriose pour redécouvrir une sexualité. Parce que tout ce que je vous cite, c'est pas que pour les femmes qui ont l'endométriose, on devrait toutes le faire. Aujourd'hui, on ne sait plus faire l'amour en se respectant l'un et l'autre. On ne sait plus le faire dans la fusion. On le fait uniquement, on se décharge en fait. Mais c'est pas ça faire l'amour. Faire l'amour, c'est beaucoup plus puissant. C'est un échange entre deux êtres et deux âmes. Donc autant profiter de l'endométriose pour échanger dans son couple avec ça. Et je vais conclure sur le fait donc oui, l'endométriose, c'est un chemin personnel qui vous est ouvert. Faut pas tout attendre des médecins. Parce que si on attend trop, en fait, ils peuvent pas tout donner non plus. On comprend pas la maladie, il y a des études qui avancent, mais on comprend pas tout. Donc attendez-en plutôt de vous que des médecins. Il y a 15 jours, je crois, il y a un article qui est sorti sur un médicament qui coûte hyper cher, mais en tout cas qui fonctionne super bien pour guérir. Aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis, pour guérir l'endométriose. Donc c'est pour diminuer l'œstrogène. Donc il va coûter très très cher, tout le monde l'attend et tout le monde est là, ça y est, je vais guérir de l'endométriose. Mais ce ne sera pas guérir de l'endométriose, ce sera rajouter un médicament. Et ce sera cacher le symptôme. Mais il y aura toujours un problème. Donc le but, c'est quand même que le chemin, il vienne de soi. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que je voulais rajouter quelque chose? Il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées ce soir, donc on a conscience que ça fait beaucoup d'éléments. Si vous avez envie de creuser, vous pouvez y aller tout doucement. Fabien, tu as des vidéos il a des vidéos en fait, plein de vidéos sur sa chaîne YouTube pour creuser sur l'alimentation. Donc vous pouvez écouter une vidéo de temps en temps ou prendre le temps. On n'est pas obligé de changer en fait d'alimentation du jour au lendemain, et au contraire, c'est bien d'y aller petit à petit pour pas amener un trop gros stress et puis se faire confiance en fait. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'est des vidéos gratuites, donc c'est en accès libre ou acheter des livres. Là, vous êtes tout ensemble réunis, profitez-en. N'hésitez pas après la conférence à prendre des contacts et à créer du lien en fait. Il y a énormément d'expériences que vous pouvez partager entre vous. Le meilleur moyen de guérir pour moi, c'est de s'observer les unes les autres et se nourrir ensemble. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est cloisonnés. Et vous avez beaucoup plus à apprendre en échangeant ensemble qu'en allant voir des personnes qui peuvent vous accompagner dans le soin, je pense. Mais ce qui est bien aussi, c'est de se soutenir dans un message qui est positif et non pas de se plaindre la maladie et qu'elle est difficile, etc. Parce qu'au contraire, vous pouvez vraiment créer une émulsion en fait entre vous et une vraie synergie de guérison. Vous avez beaucoup de choses à vous apprendre les unes les autres. Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais continuer juste ce cercle, c'est prendre le temps et puis faire les choses avec pédagogie. Et puis en effet, de pas faire attention à ne pas consommer de la santé, fût-elle naturelle aussi. Les solutions miracles, ça n'existerait pas. Et dans le cas de l'endométriose, si ça se savait, eh ben, vous ne seriez pas là. Parce que vous seriez au courant, vous faites de la veille là-dessus. C'est uniquement personnel, c'est un terrain. Ce qui va marcher pour l'une ne marchera pas forcément pour l'autre. Et en effet, c'est d'échanger ensemble. Il y a des réseaux associatifs
aussi qui existent pour cela. On a la chance de pouvoir avoir accès à une multitude d'informations. Si ça doit prendre plusieurs mois pour la rémission, fût-elle temporaire, et bien que ça prenne plusieurs mois, mais au moins se mettre dans un chemin vertueux et avec de l'optimisme. Et après, ça sera contagieux, puis partagez aussi vos démarches avec votre entourage pour ne pas rester seul et prostré. Avec ça, Amandine a parlé du couple, mais c'est également les amis, c'est également toutes les choses. Si vous avez fait une démarche alimentaire qui a des résultats, ne vous dénigrez pas en acceptant des choses qui vont vous faire du mal en le sachant. Positionnez-vous, expliquez votre démarche pour que justement être soutenu par votre entourage. C'est ça le plus dur en fait. On peut arriver à gérer des choses et puis après c'est l'aspect social qui va être le plus dur à gérer. Si vous l'expliquez, c'est entendable. Si les gens vous aiment, ils vont se dire bah d'accord, j'avais pas compris que c'était ça en fait ce que tu vivais. Si toi tu fais cette expérience-là de retirer tel aliment ou de te mettre en retraite, de te coucher plus tôt, de moins sortir, de moins boire d'alcool, et ben nous on veut que tu ailles mieux. Ça passe aussi par l'explication et ça enlève un gros poids. Et puis on se sent moins seul à vivre cette expérience-là. Voilà, on espère avec Amandine que ça vous a donné des pistes de réflexion, d'investigation, et puis une forme d'optimisme aussi, parce que la naturopathie c'est de l'éducation à la santé, c'est pas de la guérison, c'est pas du symptôme, c'est de l'éducation pour se réapproprier son corps et avoir une lecture complémentaire de la médecine, qui ne s'y substitue pas. Et voilà, joyeuses investigations à vous, et puis merci de votre écoute. Merci.